5 mai 1980. Un train sillonne la Yougoslavie. Il transporte la dépouille du maréchal Tito. Image saisissante d'un peuple qui pleure la mort de celui qui a été le symbole de son unité. Ils sont tous là, Serbes, Croates, Slovènes, Bosniaques, Monténégrins, Macédoniens, Kosovars. Onze ans plus tard, la Yougoslavie meurt une deuxième fois. Elle se désintègre dans la plus barbare des violences. Entre 1991 et 1995, il y a 150 000 morts, surtout des civils, dont les 2 tiers en Bosnie. Et 2 millions de personnes jetées sur les routes. Que s'est-il passé? Pourquoi le voisin, l'ami, est-il devenu l'autre, l'ennemi de toujours, celui qu'il faut déplacer, nettoyer, tuer? Pourquoi la pureté du sang, ce sang qui coule dans les veines slaves, s'est-il imposé comme l'unique étendard des identités? Pour essayer de comprendre, il faut remonter le temps, dénouer les fils de la tragédie, chercher l'insaisissable vérité sous les décombres des dogmes et des certitudes. Et si ce désir d'unité et de fraternité, pour reprendre la devise de Tito, n'avait été qu'une illusion, qu'un rêve impossible? Et si cette volonté d'imposer un seul État à des peuples si divers avait été le péché originel de Tito, comme celui de son prédécesseur, le roi Alexandre? Car c'est bien pour détruire l'idée même de Yougoslavie que les Balkans se sont embrasés dans les années 1990. Aujourd'hui encore, les haines restent tenaces, ardentes, comme si le mythe de ce pays multiethnique n'en finissait pas de mourir et d'attiser les passions. C'est à Belgrade, la capitale de la Serbie, qu'il faut débuter le voyage et retrouver la mémoire d'une époque lointaine où toute cette histoire a démarré. L'époque de la première Yougoslavie unifiée, la Yougoslavie de la monarchie. Fin 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Enfin. Le royaume de Serbie, indépendant depuis 1881, fait partie des vainqueurs. Avec l'aide de la France et de l'Italie, l'armée serbe, dirigée par le prince Alexandre, a libéré les Balkans. C'est lui, Alexandre, ce jeune homme en uniforme qui marche au milieu de ses généraux. Il n'a que 30 ans et il est déjà un homme de grande expérience. Son père, malade et fatigué, lui a confié la régence du pays dès le début de la guerre en 1914. Il est vraiment considéré comme un héros militaire. Il a combattu pendant toute la Première Guerre mondiale. Il est généralement photographié en uniforme. Il devient un symbole de l'unité yougoslave et il est aussi populaire auprès des Serbes que des non-Serbes, en particulier des Croates et des Slovènes. La victoire de 1918 a un goût amer. 1,2 million de personnes disparaissent durant le conflit, soit un quart de la population. Avec l'effondrement des empires austro-hongrois, allemands et ottomans, les Balkans sont en pleine recomposition. Les élites politiques de la région décident de créer un nouvel État. Le 1er décembre 1918, naît le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Et naturellement, le prince Alexandre en prend la tête.
À la conférence de Versailles, qui s'ouvre en janvier 1919, les grands reconnaissent le nouvel ensemble. Il faut dire que le peuple serbe a payé un tribut si lourd à la victoire des Alliés. Et puis, il correspond aux intérêts stratégiques du moment. Le but principal du système de Versailles, mis en place après la Première Guerre mondiale, était d'empêcher la restauration de l'Empire des Habsbourg et d'une Allemagne puissante. De même, le but général était de créer un cordon sanitaire contre l'Union soviétique. Donc, l'intérêt des grandes puissances européennes, et de la France en particulier, était la mise en place d'États puissants dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. En 1920, les frontières du nouvel État sont enfin fixées. Elles s'étendent sur le royaume de Serbie, le Monténégro, ainsi que sur des régions appartenant à l'Empire austro-hongrois défait, la Croatie, la Bosnie et la Slovénie. La Macédoine, possession de l'ancien Empire ottoman, en fait aussi partie. Pour la première fois dans l'histoire, les peuples slaves du Sud forment un seul et même pays. Les principaux promoteurs de la Yougoslavie, au moment de sa création en 1918, voyaient ce pays comme un État-nation, même si cette nation n'était alors pas encore formée. Mais cela ne devait pas poser de problème, car ce sont des Slaves du Sud qui y vivent, ils parlent la même langue et ils n'avaient encore jamais eu l'opportunité de vivre dans un même État. Lors de la formation de la Yougoslavie, tout le monde est pour. Tous les politiques serbes, presque tous les politiques slovènes, ainsi que la majorité des Croates. Ce pays était une promesse. La liberté religieuse y était garantie. Les politiques étaient libéraux, éclairés. Beaucoup étaient francs-maçons. Ils pensaient donc que le pays surmonterait les problématiques religieuses et ethniques. Si le nouveau royaume fait consensus, la tâche du prince Alexandre est immense. Son pays compte maintenant 3 religions, 2 alphabets, 4 langues, et davantage encore de minorités et de nationalités disséminées sur tout le territoire. L'ensemble paraît aussi fragile et improbable que les empires austro-hongrois ou ottomans dont il est en partie issu. D'emblée, une question se pose. Quelle forme institutionnelle doit prendre le nouvel ensemble? À ce moment-là, les idéologues croates estimaient nécessaire d'organiser la Yougoslavie comme une espèce de confédération ou de fédération, qui serait composée de 5 unités fédérales, voire encore plus. Quoi qu'il en soit, il fallait diviser la Yougoslavie de manière à ce qu'elle soit composée du plus grand nombre d'États fédéraux possible, afin que les Serbes soient en minorité partout. La Serbie était un État très homogène avant la Première Guerre mondiale. Les Serbes ne savaient pas ce qu'était une fédération. Ils ne comprenaient tout simplement pas les problèmes des Croates, alors que eux, les Croates, avaient appris en Autriche-Hongrie à se battre continuellement pour leurs propres droits. En fait, la grande problématique de la question yougoslave est alors la suivante. Laquelle de ces 2 grandes nations arrivera à imposer son hégémonie dans la Yougoslavie? Est-ce les Croates ou les Serbes? En 1921, la Constitution est proclamée. Le nouvel État sera une monarchie parlementaire centralisée. Alexandre régnera sur une seule nation, composée de 3 peuples différents. Aucun droit spécifique n'est donc accordé à quiconque, pas plus aux Serbes qu'aux Croates ou aux Slovènes. Dès 1921, l'autorité du nouveau royaume est contestée. Où? Dans une petite région montagneuse située au sud de la Serbie, au Kosovo. La population, composée à 60% d'Albanais musulmans, exige son rattachement à l'Albanie voisine. C'est l'insurrection du mouvement dit des Kačak.
C'est pour cette raison que de violents affrontements entre les organes de sécurité, l'armée et la gendarmerie d'un côté et les Katchaks de l'autre avaient souvent lieu. Au fond, au temps du royaume de la Yougoslavie, jusqu'au milieu des années 20, le mouvement des Katchaks était très actif, car il représentait l'un des moyens et l'une des méthodes de réalisation du programme national albanais. Le Kosovo constitue en effet le berceau du nationalisme albanais, dont les lointains ancêtres ont été les premiers habitants. Cette région occupe aussi une place centrale dans l'imaginaire slave, surtout serbe. C'est ici qu'en 1389, un prince serbe a perdu une célèbre bataille contre l'Empire ottoman. Pour les Serbes, ce combat perdu illustre l'héroïsme de leurs ancêtres, défenseurs de la chrétienté face à l'envahisseur musulman. Et ce jour est devenu le Vidovdan, le jour de la fête nationale serbe. C'est donc au nom de leur antériorité historique respective, sur ce petit bout de territoire pauvre et enclavé, que Serbes et Albanais ne vont cesser de s'opposer jusqu'à aujourd'hui. En réprimant violemment les Katchaks, le roi Alexandre marque donc la prééminence des Serbes sur le Kosovo et au sein de tout le royaume. Malgré la gravité de ces événements, c'est en Croatie que la contestation de la monarchie est la plus menaçante pour l'avenir du régime. La question croate, depuis le début, était la question autour de laquelle les partis politiques croates s'organisaient, se rassemblaient et élaboraient des plateformes politiques. Et par rapport à cela, le royaume ne tendait pas la main. Tout ce qui venait de Belgrade était de plus en plus dur. Je vais vous donner un exemple. Peut-être aurait-il été utile qu'à un moment donné, l'un des premiers ministres du royaume soit d'origine croate. Peut-être que cela aurait été un pas positif. Un homme incarne cette opposition. C'est Stjepan Radić, le leader du Parti des paysans croates, l'acteur principal de la scène politique en Croatie. Que voulait le Parti paysan croate? Que voulait Stjepan Radić, le leader du parti? Il n'y a pas de réponse évidente à cette question, car Radić était connu pour ses volte-face. Sans doute, à un moment donné, en 1919, il a voulu l'indépendance de la Croatie. Mais pendant les années 20, il a préféré une sorte de fédération, dans laquelle la Croatie aurait une plus grande autonomie. Ce que signifie la Croatie pour lui n'est pas clair. Ce qui est sûr, c'est qu'elle inclut la Bosnie. Il croit que la Bosnie ou une grande partie de la Bosnie fait partie des territoires historiques qui doivent revenir à la Croatie. Les frontières qu'il désire ne sont pas celles de la Croatie de l'époque. Vers la fin des années 20, je dirais que les Croates considèrent Radić comme leur roi, mais un roi sans couronne. La trajectoire politique de Radić s'arrêtera brutalement. Le 20 juin 1928, à Belgrade, au siège du Parlement, un député monténégrin tire sur plusieurs députés croates en pleine séance. Gravement blessé, Stjepan Radić meurt quelques semaines plus tard. L'histoire de la monarchie bascule. Son assassinat en 1928 constitue l'événement le plus dramatique de cette période. Et le peuple croate ne l'a jamais digéré. Lorsqu'on lit la presse de l'époque après ce drame, c'est-à-dire après l'attentat contre Radić, puis à la suite de sa mort, on comprend bien, dès lors, que toute cette affaire allait devenir beaucoup plus compliquée à résoudre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet attentat a été vécu par les Croates de la façon suivante. C'est comme si on avait tiré sur l'État croate lui-même. Stjepan Radić deviendra plus tard une des grandes icônes du nationalisme croate. Sa figure sera aussi bien revendiquée dans les années 40 par les idéologues de l'État Ustashi, l'État croate allié des nazis, que par Franjo Tudjman, le président nationaliste de la Croatie des années 1990.
Pour l'heure, Alexandre doit résoudre la question croate. Il décide d'instaurer la dictature. La constitution est abolie, le parlement dissous et les partis politiques interdits. La dictature est une tentative malheureuse de surmonter les différences ethniques. Le roi Alexandre voulait créer des citoyens yougoslaves appartenant à une nation nouvelle, la nation yougoslave. C'est pour cela que le nom du pays a été changé. Avant la dictature, il s'appelait le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. En 29, le roi le nomme Royaume de Yougoslavie. Ça veut dire que le pays réunit un seul et même peuple. Pour façonner cette citoyenneté yougoslave, de vastes rassemblements auxquels participe toute la jeunesse du royaume sont organisés. Les fameux Sokol. L'objectif ? Dépasser les anciennes identités et exalter le patriotisme envers la nouvelle nation. Plus tard, Tito s'inspirera de cette tradition avec des parades aussi grandioses que démesurées, tout à sa gloire. Et comme pour Alexandre, ce sera le moyen de célébrer l'unité de la Yougoslavie, mais socialiste cette fois-ci. En dépit de ces rassemblements, le roi ne va pas parvenir à imposer cette nouvelle identité yougoslave. Il y a une grande discussion autour de ce projet politique. Était-il une utopie ? Il semble qu'il l'était, en effet. Les différences entre les peuples étaient telles que leur intégration n'a pas fonctionné. C'était l'époque où les identités nationales des Serbes, des Croates et des Slovènes étaient déjà solidifiées. Il était donc impossible de s'attendre à ce que ce royaume unifié subsiste. Avec l'instauration de la dictature, les débats se radicalisent en Croatie. C'est à ce moment-là qu'apparaît sur la scène politique un certain Ante Pavelić. Ante Pavelić était un politicien mineur dans les années 20. Il a été très brièvement membre du Parti paysan croate, mais il faisait partie en réalité d'une extrême droite très radicale, qui était minoritaire à cette époque dans la classe politique croate. Il fonde l'organisation révolutionnaire croate Ustaša. Ustaša veut dire participant au soulèvement, ou rebelle si vous préférez. Ils ne sont pas très nombreux, les chiffres varient en fonction des sources, mais ils n'ont jamais été plus de 4 ou 500, peut-être 200 ou 300 membres officiels. Le projet de Pavelić est radical. Créer un État croate sur des bases raciales. Le moyen pour y parvenir, assassiner Alexandre pour abattre le royaume. Le 9 octobre 1934, le roi Alexandre débarque en France, à Marseille. Il sait qu'il est menacé, mais cette visite officielle est capitale. Les deux pays veulent resserrer leur alliance pour mieux s'opposer aux ambitions territoriales d'Hitler et de Mussolini en Europe. Au milieu d'une foule enthousiaste, protégé par la présence de 2000 policiers, le roi démarre son parcours dans la ville. Une demi-heure plus tard, un homme se précipite sur le cortège officiel et tire à bout portant sur Alexandre. Ces images feront le tour du monde. C'est la première fois que le meurtre d'un chef d'État est enregistré par une caméra. Quelques minutes avant de mourir, le roi dira « Gardez-moi la Yougoslavie ». L'assassin est un indépendantiste macédonien au service de Pavelić. L'assassinat du roi Alexandre a provoqué l'effet inverse de celui escompté par ses meurtriers. Le pays s'est uni dans le chagrin. Le corps du roi a été ramené par bateau à Split, où des dizaines de milliers de personnes l'ont accueilli en pleurs. Sa dépouille a ensuite été transportée en train à Belgrade, puis à Oplenac, une ville du centre de la Serbie où il a été enterré. Sur le passage du train, des milliers de gens pleuraient la mort du roi, exactement comme pour la mort de Tito en 1980.
Pierre, le fils d'Alexandre, n'a que 11 ans. Il ne peut pas régner. C'est un de ses oncles, le prince Paul, qui devient régent. Celui-ci comprend que le yougoslavisme autoritaire voulu par Alexandre ne fonctionnera pas. Alors, il libéralise les institutions et accorde des élections. Pour résoudre la question croate, clé de la stabilité du pays, il accepte de changer la nature du royaume. En 1939, il accorde une large autonomie aux Croates. C'est la Banovine de Croatie. U tim riječima neka bude izražena i velika hvala kako naroda hrvatskoga, tako cijele Banovine, a duboko sam uvjeren da tu hvalu danas sije cijeli narod Kraljevine Jugoslavije, hvalu ljubavi, vjernosti i odajnosti do groba. Cette Banovine de Croatie a été le début de la fédéralisation de l'État. Sans la Seconde Guerre mondiale, le royaume de Yougoslavie serait sans doute devenu une fédération, comme ce fut plus tard le cas avec la Yougoslavie communiste. En Europe, les événements se précipitent et la Yougoslavie va connaître la période la plus dramatique de son histoire. Mars 1941. Hitler, alors qu'il domine une grande partie de l'Europe, prépare l'invasion de son allié soviétique. Pour sécuriser son flanc sud, il doit maîtriser l'espace yougoslave. Le 4 mars 1941, il reçoit le régent Paul à Berlin, qui, totalement isolé sur le continent, ne résiste pas longtemps aux exigences nazies. Après 4 heures de discussion, un accord est conclu. Paul se range du côté de l'Axe. En échange, Hitler accepte de ne pas faire transiter ses troupes par la Yougoslavie. Le 25 mars, l'accord est signé. Mais 2 jours plus tard, la population de Belgrade refuse cette alliance. Elle se soulève au cri de « plutôt la guerre que le pacte ». Image unique, improbable même, d'un peuple serbe désarmé qui ose défier une Allemagne nazie, triomphante, sur tous les champs de bataille européens. Qui manifeste? Eh bien tout le monde, les communistes aussi. Après 1945, l'histoire officielle affirmait que les communistes avaient été à l'origine des manifestations. Nous savons maintenant que ce n'était pas le cas. En fait, les communistes ont rejoint le mouvement. Profitant de ce climat insurrectionnel, l'armée renverse Paul et dénonce la signature du pacte. La réaction d'Hitler est immédiate. Plus tard, le 17 avril 1941, la Yougoslavie monarchique capitule. Belgrad ist in deutscher Hand, der jugoslawische Staat zerschlagen. Nun ist der Sieg vollkommen. L'Axe et ses alliés se partagent les Balkans. L'Allemagne nazie intègre la Slovénie au Reich et fait de la Serbie un État fantoche. L'Italie, qui a annexé l'Albanie, s'empare du Kosovo et du Monténégro. La Macédoine, elle, est rattachée en partie à la Bulgarie. Enfin, Hitler crée une grande Croatie et met à sa tête Ante Pavelić, le leader des Ustaši. Beaucoup de Croates accueillent favorablement l'idée de la création de cette Croatie indépendante. Il faut dire que cette idée remontait à l'époque de la monarchie austro-hongroise. Elle était défendue par beaucoup d'hommes politiques à l'époque. Donc à ce moment-là, la plupart des Croates soutiennent la naissance de cet État, même s'il est lié aux puissances de l'Axe. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté l'idée d'un gouvernement Ustashi.
Il est devenu très rapidement évident que ce gouvernement allait devenir violent. Un groupe très violent qui allait organiser la légitimité de la terreur. La violence a d'abord été dirigée contre les Serbes. Très vite, ils ont introduit des lois raciales qui exigeaient que les Serbes portent une sorte de bandeau jaune avec marqué, au lieu de juif, la lettre P pour pravoslani, orthodoxe. C'était très similaire à ce qui se passait pour les Juifs en Allemagne nazie. Évidemment, il y avait également des mesures antisémites. Pendant toute la durée de la guerre, Pavelić mènera une politique d'élimination d'une violence inouïe de tous les ennemis de la race croate, serbes, juifs, tziganes, à travers l'installation d'un vaste système concentrationnaire. Le camp d'extermination de Jasenovac en sera le plus sombre des symboles. À la différence des nazis, les Oustachis ne mettront pas en place de processus industriel pour donner la mort. Pendaisons et armes blanches seront les outils principaux de leur folie destructrice. Aujourd'hui encore, il est impossible de connaître le nombre précis de victimes de ce régime. Sans doute au moins 600 000 Serbes, 60 000 Juifs, 40 000 Tziganes, et des dizaines de milliers d'opposants croates, slovènes, bosniaques ou monténégrins. En avril 1941, au moment de l'effondrement de la Yougoslavie, un officier serbe, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, refuse la défaite et la disparition du royaume. Il se met au service du jeune Pierre, le fils d'Alexandre, installé à Londres. Cet homme, c'est le colonel Draža Mihailović. Il crée le premier mouvement de résistance en Europe contre les nazis, le mouvement des Tchetniks. Il prétendait représenter toute l'armée yougoslave. Finalement, le gouvernement yougoslave en exil, qui était arrivé à Londres à l'été 1941, a entendu parler d'un petit groupe d'officiers et de soldats qui résistaient dans l'ouest de la Serbie. Il est alors entré en contact avec eux. À la fin de l'année, Mihailović est promu général et début 1942, il est nommé ministre de la guerre du gouvernement en exil, tout en restant en Yougoslavie. Encensé par les Alliés, surnommé l'Aigle des Balkans, Mihailović sera désigné homme de l'année en 1942 par le magazine Time. Pendant l'été 41, une autre résistance apparaît, le mouvement des partisans dirigé par un certain Josip Broz, dit Tito. Âgé de 49 ans, Tito a déjà une longue carrière de militant communiste derrière lui. Né dans un petit village croate, il participe à la Première Guerre mondiale au sein de l'armée austro-hongroise. Fait prisonnier, il s'évade, découvre le bolchevisme et s'engage dans l'armée rouge en 1917. Il rejoint ensuite le Parti communiste yougoslave au début des années 20, alors même que celui-ci est interdit. Orateur talentueux, fin tacticien, et surtout proche de Staline, il en gravit rapidement les échelons, et il en prend la tête en 1937. Dès la fin de l'année 41, partisans et tchetniks entrent en concurrence. Très vite, il devient évident que ces deux groupes avaient des différences idéologiques majeures, mais aussi stratégiques. Pour résumer rapidement, l'idéologie de Mihailović est de restaurer la monarchie yougoslave et de protéger les populations jusqu'à l'arrivée des alliés occidentaux. Les partisans communistes veulent, eux, instaurer une république socialiste de type soviétique sur le territoire de la Yougoslavie.
Et Tito, le leader des partisans, décide très intelligemment de minimiser l'idée de communisme. Il parle de la libération des peuples de Yougoslavie, il parle d'unité fraternelle, et il réussit à gagner les soutiens de presque tous les groupes en Yougoslavie, alors que les Tchetniks restent, eux, principalement serbes. Courant 1943, les Alliés abandonnent Mihailović et soutiennent exclusivement Tito, dont les partisans se montrent beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les Allemands. Entre guerre de libération et guerre civile, tout l'espace yougoslave tombe alors dans le plus grand chaos. On se retrouve devant un conflit multidimensionnel. Il y a, sur un premier plan, une guerre de résistance contre les occupants étrangers, allemands, italiens, albanais, bulgares, hongrois. Sur un autre plan, une guerre civile idéologique entre les communistes et les non-communistes, les monarchistes. Sur un troisième plan, une guerre ethnique entre les Tchetniks serbes et les Oustachis croates, qui se battent également tous les deux contre les communistes, les partisans, qui sont principalement serbes pendant les 2 premières années du conflit et deviennent peu à peu multinationaux, yougoslaves. La Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie a été très brutale. Plus d'1 million de personnes y ont perdu la vie. Et cette guerre a donné lieu à une autre tragédie. La plupart des victimes sont mortes dans des conflits entre les différentes factions yougoslaves qui prenaient part à la guerre. Le 20 octobre 1944, les partisans libèrent Belgrade avec l'aide des soviétiques. C'est la fin de la guerre. Après 4 longues années de combat, Tito n'a plus aucun concurrent sur la scène yougoslave. Le 20 mai 1945, il est à Zagreb. Une foule immense l'acclame. Il fête ce jour-là le premier anniversaire de ce qu'il appelle sa renaissance. 1 an plus tôt, jour pour jour, il avait miraculeusement échappé aux Allemands. Le 25 mai est désormais la date officielle de son anniversaire. Dans un pays ravagé par la guerre et à peine libéré, plus de 12 000 jeunes yougoslaves se sont relayés pour parcourir 9 000 kilomètres et remettre à Tito des bâtons ornés de vœux d'anniversaire, les fameux štafeta. Cette cérémonie, à chaque fois plus grandiose et démesurée, aura lieu tous les ans de son règne et se poursuivra même après sa mort. Ce culte de la personnalité que Tito initie dès la fin de la guerre est aussi un moyen pour lui d'unifier le pays dans le cadre d'un nouveau système. Sa vision de la Yougoslavie était radicalement différente de ce qu'était la Yougoslavie dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1941. Il a essayé de transformer la Yougoslavie en l'exact contraire de ce qu'elle était à cette époque-là. C'était un royaume. Il en a fait une république. C'était un pays unitaire, il en a fait une fédération. Il y a une distinction qui est faite entre citoyenneté yougoslave
avec l'espoir que l'appartenance à un État yougoslave qui assurerait l'élévation du niveau de vie, l'industrialisation, permettrait de dépasser les clivages nationaux, mais en même temps, la reconnaissance qu'au moins au début, avec l'espoir que ça disparaîtrait, mais au moins au début, il fallait reconnaître aussi la multiplicité des identités nationales. La nouvelle Yougoslavie reconnaît ainsi l'existence de 5 nations. Au plan institutionnel, le pays est composé de 6 républiques: la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie. Il y a aussi 2 provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo, toutes 2 rattachées à la République de Serbie. Ce système complexe est avant tout très centralisé. C'est le Parti communiste yougoslave qui exerce alors l'essentiel du pouvoir. Et pour asseoir définitivement son autorité, Tito solde les comptes de la guerre. Des grands procès sont organisés à Belgrade en juin 1946. Sur le banc des accusés, d'authentiques collaborateurs et criminels côtoient le général Mihailović, le chef des Tchétniks. Tous sont condamnés ou exécutés, Mihailović en tête. Une histoire officielle s'impose. Seuls les partisans de Tito ont résisté. Eux seuls sont donc légitimes pour exercer le pouvoir. Il est parfois suggéré que la Yougoslavie de Tito a tenté d'oublier ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que c'est en partie vrai. C'était plutôt une mémoire sélective. Seule la mémoire qui convenait aux nouvelles autorités, celle de la victoire et du sacrifice des partisans, a été mise en avant. Pour dépasser les divisions de la guerre, Tito fait de l'unité et la fraternité, la devise du régime, les nouveaux piliers de l'avenir commun des Yougoslaves. Il crée alors les Brigades du Travail. Dès 1945, des centaines de milliers d'hommes et de femmes, de tout âge et de toutes conditions, reconstruisent le pays dans un immense élan collectif. Tito sait que cette unité qu'il souhaite pour son pays, il doit aussi la proposer à toute la région. Les questions nationales y sont si nombreuses et imbriquées qu'elles rendent toute stabilité impossible. En 1948, il envisage donc de créer une ligue balkanique, c'est-à-dire une sorte de rapprochement avec les pays voisins. Alors, ce que voulait faire Tito, c'est à la fois sujet à des controverses, parce qu'il y avait une hésitation entre un projet fédéraliste et confédéraliste, c'est-à-dire quelque chose qui intégrerait donc plusieurs républiques, qui seraient celles émanant de l'ancienne Yougoslavie, d'une part, mais qui pourrait s'étendre avec l'Albanie et qui pourrait éventuellement s'élargir donc vers la Bulgarie ou vers la Grèce. Conscient de la grande popularité de Tito en Yougoslavie, mais aussi au-delà, Staline voit dans ce projet balkanique une menace, la possible émergence d'un modèle communiste concurrent, et il n'en est pas question. La rupture viendra de Moscou par l'imposition, d'une part, d'un isolement total sur le plan économique et la dénonciation du régime de façon totalement mensongère comme étant un régime pro-capitaliste ou comme étant une infiltration étrangère dans le camp soviétique, quelque part, quelque chose comme ça. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi na sreću naših naroda gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. Fin 1948, la rupture est totale. En Union soviétique, les pro-Tito, appelés titistes, sont déportés au goulag. En Yougoslavie, des milliers de staliniens et d'ennemis du régime sont arrêtés et disparaissent, parfois des années, dans des camps de prisonniers. Le symbole le plus sinistre de cette politique se situe sur l'île-prison de Goli Otok, le long de la côte croate.
Jusqu'à la fin des années 50, près de 30 000 opposants y seront enfermés dans des conditions atroces. Au moins 4 000 d'entre eux n'en reviendront jamais. Cette répression se déroule dans le secret le plus absolu. Tito n'hésite pas à faire découvrir, à quelques kilomètres de Goli Otok, une Yougoslavie de rêve, celle de Brioni, son île paradisiaque. Là, dirigeants du monde entier et stars de cinéma se pressent autour du grand homme, le héros de la guerre, celui qui a osé dire non à Staline, sans rien savoir du sort des damnés du régime. Malgré la violence de la répression qui s'abat sur les ennemis de l'intérieur, la rupture de 1948 marque le véritable acte de naissance du régime. Elle sera un des éléments essentiels de l'image héroïque de Tito, de sa popularité, de son indépendance et de la réussite du nouveau modèle qu'il va mettre en place. Eh bien, en 1948, lors du grand différend entre Staline et Tito, en Yougoslavie, il a fallu inventer un nouveau système économique. On a inventé ce qu'on appelle l'autogestion, l'idée de la propriété sociale, qui a imprimé sa marque pour toute la durée du système yougoslave. Da bi radni ljudi ovladali celinom društvenih odnosa, nisu im potrebni posrednici, tutori i usrećitelji, oni koji teže da upravljaju u njihovo ime. Tito smelo vodi komunističku partiju, a sa njom i sve radne ljude Jugoslavije u prvu veliku bitku za samoupravljanje. Predlaže zakon o predaji fabrika u ruke radnika. C'est l'idée qui s'inspire de la Commune de Paris et des idéaux socialistes et communistes, que dans un projet socialiste, ce sont les travailleurs qui devraient devenir les responsables directs, les gestionnaires directs du produit de leur travail. Donc des milliers d'ouvriers, d'ouvrières vont se trouver impliqués dans un processus au niveau de leur entreprise de discussion par assemblée générale sur l'organisation du travail, sur des choix. C'est donc un modèle économique et social original qui combine des aspects socialistes comme la planification, la disparition de la notion même de capital, avec l'octroi de droits aux travailleurs et la reconnaissance de la petite propriété privée, agricole et artisanale. Et ça marche. Jusqu'au milieu des années 60, l'économie explose. Plus de 6% de croissance par an. Et le régime autorise aussi une certaine liberté culturelle et intellectuelle. C'est l'âge d'or de la Yougoslavie. La Yougoslavie est donc le seul pays de l'Europe de l'Est où l'avant-garde régnait dans la littérature, les arts visuels. C'était le seul pays où l'État finançait l'art abstrait, le modernisme dans la littérature, le rock'n'roll. C'était un pays socialiste qui avait une culture entièrement occidentale. Par exemple, quand les émeutes des étudiants ont éclaté en 68, nos étudiants ressemblaient plus aux étudiants de la Sorbonne et de Berkeley qu'à ceux de Varsovie ou de Moscou. Ils lisaient Sartre, Erich Fromm, Marcuse. Contrairement à d'autres pays socialistes, les frontières yougoslaves ont commencé à s'ouvrir. Et nous étions tout à fait libres de voyager partout en Europe. Nous avions certes besoin d'un visa, mais celui-ci était exigé aussi par les pays d'en face. En gros, on voyageait comme les habitants des autres pays européens. C'est certain que la raison de cette ouverture des frontières était économique. Les travailleurs émigrés envoyaient des milliards. Presque 20% du produit national brut venait d'eux. Sur la scène internationale aussi, Tito défend un modèle original. Grâce à la rupture de 1948,
il fait de son pays le seul acteur indépendant du monde socialiste. Il peut alors profiter largement de l'aide financière des États-Unis, pour qui la Yougoslavie représente une tête de pont dans la guerre froide qu'il mène contre l'Union soviétique. Et, en prenant la tête du mouvement des non-alignés dès 1956, Tito entend bien se tenir à l'écart des logiques de bloc et défendre son autonomie. En un rien de temps, Tito a réussi à s'imposer comme un acteur utile et important sur la scène politique mondiale. Et les Américains disaient de lui, il veut que son pain soit tartiné des deux côtés. C'était comme ça au temps de la Yougoslavie socialiste. Mais les succès du régime peinent à dissimuler des tensions sociales et des inégalités croissantes entre républiques que le système fédéral mis en place par Tito devait dépasser. À la fin des années 60, une vague de contestation, aussi bien politique, économique qu'identitaire, ébranle tout le modèle yougoslave. C'est à Belgrade, en Serbie, que le mouvement démarre. Kada gledamo kako se ovi markizi I grofovi revolucije kockaju s pravom se možemo upitati jesu li oni opljačkali narod? Dans la foulée du printemps de Prague et des événements de mai 68, intellectuels et étudiants serbes se révoltent. Leur cible, le modèle économique devenu trop marchand, trop inégalitaire et corrompu. Ce qu'ils réclament, c'est un retour à l'orthodoxie du système, c'est-à-dire une autogestion plus démocratique et plus juste. C'est au tour du Kosovo, la région la plus pauvre de la fédération et qui appartient à la République de Serbie, de s'enflammer. Il n'existe pas d'image de ces événements. La presse de l'époque en rend compte à sa manière. Les Albanais, qui représentent désormais 80% de la population, exigent de se voir octroyer des droits identiques aux citoyens des autres républiques. Je pense que les Albanais essayaient de trouver leur place au sein de la Yougoslavie. Ils ont commencé à se demander pourquoi ils étaient traités différemment des autres. J'ai qualifié l'année 1968 de pierre fondatrice, car à l'époque, les Albanais n'avaient pas leur université. Étant donné qu'ils étaient privés d'un droit fondamental de l'homme, qui est celui à l'éducation, on peut en conclure qu'ils étaient discriminés. Les Albanais avaient besoin d'une émancipation sur le plan intellectuel. Na putu privrednog I društvenog progresa, radni ljudi Kosova svečano su proslavili osnivanje visokonaučne I obrazovne institucije u pokrajini. U prisustvu većeg broja gostiju iz cele zemlje, u Prištini je održana svečana sednica prve skupštine univerziteta. Le pouvoir fédéral accepte donc de céder du terrain. L'université de Pristina ouvre ses portes en 1969. Mais pas question d'aller plus loin et d'accorder au Kosovo le statut de république réclamé par une partie de la population. Pourquoi le Kosovo, qui avait 2 millions d'habitants, n'était pas une république et le Monténégro en était une avec ses 600 000 habitants? Il n'était pas facile de leur répondre parce que le Monténégro est un pays slave et vous n'êtes pas slave. C'était étrange car le socialisme n'aurait pas dû privilégier les nations, slaves ou non. Il aurait dû privilégier l'égalité, pas les nationalités. Enfin, en 1971, le mouvement gagne la Croatie, une des républiques les plus riches. C'est le printemps croate. Une partie des dirigeants réclament plus de liberté économique, plus d'autonomie. Ils exigent de pouvoir disposer librement des recettes de leur république, plutôt que de devoir les redistribuer au sein de la fédération. Les étudiants suivent et se mettent en grève. Le mouvement se durcit. L'autorité même de Tito est directement remise en cause.
tome pokretu beskompromisni. Jer suverena nacionalna država je povijesno pravo hrvatskog naroda i svatko ko to negira nije ništa drugo nego izdajica. Au-delà des revendications économiques de la classe dirigeante, c'est bien la question croate qui ressurgit dans le débat public 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en même temps, effectivement, aussi la montée, certainement, à l'intérieur de tout ça, de résurgence et d'éléments de renouvellement d'un nationalisme croate qui se revendiquera davantage de projets séparatistes nationalistes croates, tels qu'on va le revoir et qui se revendiqueront, y compris des premières expériences de Ustashi même, donc croates, qui ne s'exprimeront pas complètement librement en 71, mais dont on verra la réapparition beaucoup plus claire dans les années 80. Face à ces revendications multiples et contradictoires qui menacent l'unité du pays, Tito réagit à sa manière. Il réprime massivement les contestataires serbes, croates et kosovars. Il y a des dizaines de milliers d'arrestations à travers tout le pays. Et il cède aussi de nouveaux droits, dans le cadre de la Constitution de 1974. L'autonomie de la province du Kosovo est élargie, mais le statut de république lui est refusé. Au niveau fédéral, l'autogestion, la planification et l'autorité du parti sont renforcées. Mais dans le même temps, la nouvelle constitution accorde une large autonomie à chaque république. Tito tente donc de concilier l'inconciliable pour sauver la Yougoslavie. Cet ensemble ne va pas donner une cohérence au système et il va au contraire produire une grande défiance, notamment des intellectuels qui étaient plutôt favorables au régime et qui vont basculer vers le nationalisme ou vers le libéralisme dans les années suivantes, et des conflits aussi avec la jeunesse, et la montée aussi d'une corruption à l'intérieur du système de parti unique, de clientélisme, si vous voulez, que l'on trouve dans tous les systèmes de parti unique de la région. Belgrade, 25 mai 1979. Comme chaque année depuis 1945, le peuple yougoslave se réunit pour célébrer l'anniversaire de Tito. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Živio nam, dragi druže Tito! Derrière l'inévitable mise en scène annuelle de la cérémonie des Štafeta, la réalité est bien différente depuis les soulèvements serbes, kosovars et croates. Avec la Constitution de 1974, le pays est passé presque insidieusement d'un système fédéral à un système confédéral profondément inefficace. Personne ne veut reconnaître que le modèle yougoslave, après 34 ans d'existence, est à bout de souffle, miné par les divisions, les incohérences et la résurgence de tensions nationales. Et personne n'admet que Tito est bien le seul à pouvoir maintenir l'unité du pays. Mais quand il aura disparu, le système qu'il a mis en place pour fédérer de si nombreux peuples, lui survivra-t-il ? Umro je drug Tito.